Bonjour à tous, vous êtes bien sur KTB Radio et nous sommes en direct pour une émission hors série de Comment ça va. Donc le contexte de ce débat, nous avons auditionné des milliers d'habitants sur le Bouèche et le Gap-en-C en leur demandant comment ça va et à partir de là, que faudrait-il faire. 9 thématiques en sont ressorties, dont la thématique de se nourrir au pays. Sur la thématique de se nourrir au pays est ressorti des verbatims de 13 sous-thématiques, dont la question de l'évolution de l'agriculture en lien avec le bouleversement climatique. À partir de là, on a auditionné des syndicats, des associations, des entreprises qui travaillent sur ces questions sur le territoire et on leur a posé aussi les mêmes questions et entre autres la question de l'évolution des cultures et des pratiques agricoles en lien avec le bouleversement climatique sur le Bouèche et le Gap-en-C et par extension dans toutes les Hautes-Alpes. Notre département des Hautes-Alpes a été construit dans une optique de planification avec le général de Gaulle, avec son plan neige, son plan parc, son plan barrage et son plan agricole dans les années 50. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Pour répondre déjà à cette question, la semaine passée, nous avions Gaëtan Hems, climatologue, docteur en climatologie, qui a fait un point, étape par étape, des différents secteurs géographiques du département en montrant les scénarios différents de réchauffement climatique du Rosanais au Briançonnais. Dans le Rosanais, il montrait que la température pouvait monter pour un réchauffement de 2,5 au niveau de la planète. C'était 4 degrés dans le Rosanais et c'était presque 8 dans le Briançonnais pour des effets liés à la montagne. Aujourd'hui, pour discuter de l'évolution pour l'évolution des cultures et des pratiques agricoles, nous recevons différents intervenants. Tout d'abord, nous recevons Serge Zaka, qui est docteur en agroclimatologie, qui peut peut-être lui-même d'abord se présenter en quelques minutes. Alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Oui, je suis docteur en agroclimatologie. C'est la science qui étudie l'impact du changement climatique sur l'agriculture et aussi de l'agriculture sur le changement climatique. Ça va dans les deux sens, hein. Je suis également chasseur d'orage, donc je fais des photographies d'orage à mes heures perdues la nuit. Alors, à côté de moi, j'ai le référent sur ces questions-là de la Chambre d'agriculture, Lionel Orsière. Bonjour, donc Lionel Orsière, moi je suis agriculteur juste à côté de Gap, à quelques kilomètres à vol d'oiseau du lycée agricole des Émilières, et, et je suis élu à la Chambre d'agriculture. Et, euh, et, euh, voilà, et à la Chambre d'agriculture, entre autres, je suis référent sur la thématique des changements climatiques et de l'évolution du climat et des effets que l'agriculture départementale subit. Parce qu'il y a le changement climatique, mais en fait, nous, agriculteurs, si on peut peut-être pas trop sur le changement climatique, on a une vision et on a des choses à faire pour moins subir les effets de ce changement. Voilà, un grand merci. Et puis, on va présenter les élèves de Terminal Staff du lycée agricole. Normalement, il y a quelqu'un qui va présenter la section. Bonjour, nous sommes le lycée agricole des Éveillères dans la filière bac technologique STAV, donc sciences, technologies et agronomie du vivant. Nous avons donc un tronc commun, mais également des matières de spécialité telles que l'agronomie, la zootechnie, de l'économie et de l'éducation socio-culturelle. Voilà. Voilà, un grand merci à vous tous. Eh bien, on va démarrer directement par une question, par 3 questions du lycée agricole sur la question des causes du réchauffement climatique. Alors bonjour, est-ce que réduire sa consommation de viande aiderait réellement à limiter le dérèglement climatique? Est-ce que l'agriculture et notamment l'élevage est la première cause du dérèglement climatique? Devons-nous réduire les élevages pour limiter le dérèglement climatique?
Parfait, j'ai bien entendu les trois questions. Je peux commencer à répondre peut-être et n'hésitez pas à me couper et à apporter d'autres chiffres complémentaires si jamais je ne les ai pas. Alors, je vais placer déjà l'agriculture dans le contexte du changement climatique en chiffres, puisqu'on a différents instituts en France, dont le ministère de l'Agriculture, dont l'ADEME, dont le CITEPA, qui permettent en fait d'évaluer les gaz à effet de serre par tranche de l'économie. Et l'agriculture se situe généralement, suivant les sources, autour de la deuxième, troisième place. Donc, première place, c'est le transport, bien sûr. Donc, tout ce qui est routier, voiture, avion, avec à peu près 29% des gaz à effet de serre. L'agriculture, c'est autour des 18 à 21% suivant les sources. L'industrie et le résidentiel, c'est à peu près au même niveau, autour des 18%. Après, il y a l'énergie, 10%, plutôt bas parce qu'en France, on a le nucléaire, et les déchets autour des 4%. Je tiens à préciser également que l'agriculture est la seule partie de l'économie qui permet aussi de stocker du carbone par la photosynthèse. Les forêts et les cultures, il me semble, permettent de stocker 3 à 8% suivant les sources des gaz à effet de serre qu'on a émis, donc on ne compense pas encore par le stockage du carbone. Donc l'agriculture, c'est 18 à 21%, ce qui est assez conséquent au final. Et si je décompose en fait suivant les différentes zones agricoles, on a les émissions de méthane qui sont, c'est 45% en équivalent CO2, donc à peu près la moitié des gaz à effet de serre. Donc la viande correspond à peu près 8 à 10% suivant les sources, juste la viande des émissions de gaz à effet de serre. 42%, autour des 42%, c'est le protoxyde d'azote, ce qui est souvent dû aux engrais. Et 13% restant, c'est le CO2 de la ferme, la réfrigération ou le gaz pour les tracteurs. Donc voilà, pour donner quelques chiffres, pour mettre le contexte. Donc la viande je reviens sur les questions de la viande, a à peu près 8 à 10% des gaz à effet de serre nationaux, donc français. Ce qui est conséquent, mais ce qui ne représente pas l'ensemble des gaz à effet de serre, comme j'ai pu entendre dans une des questions. Donc, il est préconisé suivant les sources. Donc, si je prends la casquette de climatologue, il est préconisé de réduire par 3 nos émissions de gaz à effet de serre dues à la viande. Si je prends la réponse des nutritionnistes, cette fois-ci, ils vont nous dire que nous mangeons déjà trop de viande par rapport à nos besoins. Et cette fois-ci, si je prends la réponse d'un agroclimatologue, c'est ma réponse, eh bien, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus nuancé que ça. La viande a une place importante dans les gaz à effet de serre, donc bien sûr, il faut réduire la quantité de viande, mais l'agriculture en général, elle, elle- elle a, elle a une place importante aussi dans l'agriculture, surtout de montagne. La production agricole animale permet notamment d'avoir des engrais pour le biologique, pour fertiliser les champs ou pour fertiliser également d'autres types d'agriculture. Donc, premier point. Deuxième point, elle permet de structurer le paysage, notamment en zone montagnère, économiquement parlant, et au niveau des paysages, c'est extrêmement important. Le troisième point, dans certaines régions, elle permet de valoriser certaines parties de la plante que l'humain ne peut pas manger. Donc en fait, il y a aussi les zones humides où c'est très important. Donc la viande a un rôle très particulier dans l'agriculture. Donc on ne peut pas avoir une agriculture 100% sans viande. Donc il va falloir trouver un équilibre entre notre alimentation en viande et également l'équilibre qu'elle peut avoir sur les paysages, le stockage du carbone par les prairies ou les alpages et également son lien dans la fertilisation agricole. Donc, pour terminer, ce un agroclimatologue a tendance à préconiser, il faut réduire notre quantité de viande, mais il faut la manger mieux, dans moins de plats préparés, euh, et acheter la viande plutôt française, puisqu'en France, on a une production qui est plutôt au fourrage, donc avec des prairies, des stockages du carbone dans la prairie, des stockages du carbone également dans les pâtures et dans les haies autour de ces pâtures, dans les alpages également. Donc, deux chemins, soit on veut devenir végétarien, ça c'est le choix, c'est un choix personnel, hein. Là, on limitera les gaz à effet de serre. Soit on ne souhaite pas ou on n'y arrive pas. Et donc, si on veut continuer à manger de la viande rouge, il faudra en manger 3 fois moins, mais autant la manger de qualité française, notamment dans les alpages, notamment dans les pâtures réputées françaises, qui émettent un petit peu moins de gaz à effet de serre voilà, ce sera meilleur pour le climat déjà d'en manger moins.
Oui, je, pardon, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, j'aurais une vision, alors, par rapport à la Chambre d'agriculture et à une vision départementale. On a sur le département un élevage de qualité. On a des signes officiels de qualité sur beaucoup de productions. On a un troupeau départemental qui diminue. Et donc, voilà, il ne faut pas surévaluer ce truc, ce problème de la consommation de viande et des effets sur les changements climatiques. Et puis, personnellement, j'aurais envie de dire que cette réflexion-là vient aussi des conclusions du GIEC et que cette vision européenne, à l'Europe, il y a des commissions politiques et puis la commission qui est l'émanation des États de l'Europe et qui se sont basés sur des approches scientifiques pour écrire les recommandations du GIEC. Alors, je n'ai pas tout lu, mais c'est vrai que par rapport aux questions que vous nous posez, on sent bien que le fait de la vache qui pète, voilà, on entend dans les médias, il y a toute cette musique qui a été mise en place et c'est normal qu'on l'entende. Par contre, il ne faut pas surévaluer le fait que sur un département comme le nôtre, qui a de la production, mais qui est par rapport au climat est vertueux parce que justement il y a de l'élevage et que l'élevage, ça fait partie des b.a.-ba de l'agriculture et de l'agronomie. C'est un cercle vertueux et il ne faut pas le voir que par un petit angle de la lorgnette, mais essayer de prendre du recul pour voir que c'est pas parce qu'on mangera moins de viande qu'on aura moins de gaz à effet de serre, c'est parce que l'ensemble des pratiques évoluent qu'on peut y arriver. Un autre point, hein, juste pour terminer quand même. Si on a eu plusieurs rapports, hein, ministériels qui ont été mis en place et disant qu'il fallait réduire le nombre de têtes d'animaux en France par rapport aux gaz à effet de serre pour atteindre nos objectifs. Il faut faire attention à ce type de rapport un petit peu simple, puisque si on continue à importer de l'extérieur, le climat est la même enveloppe, hein. Si vous mangez de la viande française et qu'on diminue la production de viande française, mais qu'on se retrouve à importer cette viande d'autres pays moins scrupuleux sur le climat, comme l'Argentine ou comme les États-Unis, notamment au niveau de la production de la viande, ça ne changera rien. Donc vraiment, ma préconisation, c'est manger de la viande de votre territoire. Vu que ça coûtera un petit peu plus cher que des viandes importées de mauvaise qualité, bah forcément, mécaniquement, on en mangera moins mais mieux. Voilà, c'est vraiment la préconisation. Regardez ce que vous avez sur votre territoire et mangez local au niveau de cette production de viande. Soutenez vos éleveurs sans non plus exagérer à manger de la viande rouge tous les jours. Voilà, juste, moi, je mets une toute petite parenthèse parce que c'est vraiment un domaine où je connais bien et je connais bien par rapport à la question du département. C'est 29% des gaz à effet de serre. La question des transports, c'est 42% dans ce département parce qu'on a le record parce qu'il y a énormément, il n'y a pas très peu de voies de chemin de fer utilisées. C'est un département touristique où des gens viennent de loin. Donc chez nous, c'est vraiment le transport qui est vraiment très, 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 très haut. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que voilà, ici autour de la table, il y a des personnes qui ont travaillé à comment on pouvait réduire les gaz à effet de serre dans d'autres secteurs. Et je prends l'exemple de la construction, donc qui est à la fois dans l'industrie, puisque c'est pour construire, bien, on chauffe des matériaux, et en même temps dans la vie d'un bâtiment. Et l'ensemble des deux, eh bien, en France, c'est 33% des gaz à effet de serre, la vie du bâtiment et l'industrie de la construction. Et par exemple, le changement de la matrice productive des bâtiments et qui a un effet directement sur les agriculteurs parce que la construction, par exemple en bois, en paille, avec en tout cas des fibres végétales, permet à la fois de diminuer énormément les gaz à effet de serre, mais surtout de stocker du carbone. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que l'agriculture a un énorme rôle
aussi dans la question de la conservation des sols et du stockage de carbone possible. Et donc, moi, je pense que c'est un des seuls endroits où, en tout cas, on peut avoir quelque chose de positif sur la question du carbone. Mais je ne sais pas si par rapport à ce que j'ai dit, quelqu'un avait envie de réagir. Je vais passer à la deuxième question sur les prévisions pour les années à venir. Voilà la deuxième question du lycée agricole. Bonjour. Alors, quelles sont les prévisions pour les années à venir et va-t-on réussir à limiter à plus 1,5 degré? Alors, on parle pas vraiment de prévision, on parle plutôt de projection, parce que les prévisions sont plutôt les prévisions météo dans les prochains jours, ce qu'il va se passer, c'est pour les prévisions. Les projections, c'est plutôt pour ce qu'il pourrait se passer, donc c'est plutôt des gammes de température moyenne. Euh, alors, bon, bien sûr, hein, dans les années à venir, comme certainement vous l'a dit Gaëtan de Météo France la dernière fois, eh bien, la température va continuer d'augmenter dans les prochaines années, au moins dans les 10 à 20 prochaines années. Et donc, également, les précipitations vont évoluer avec moins de précipitations en été et un petit peu des précipitations plutôt stables. On n'a pas encore trop de tendance sur les prévisions hivernales. Ceci dit, on a quand même des prévisions sur le manteau neigeux où il y aura moins de neige, moins de stock d'eau. Donc, pour l'agriculture, on aura plus de stress thermique et plus de stress hydrique. Donc, on a une accentuation des effets climatiques sur l'agriculture. Donc, on parlera des solutions tout à l'heure, mais typiquement, ça peut être des floraisons précoces comme on a actuellement, hein, suivi de gel tardif. La problématique n'est pas le gel tardif en réalité, mais la problématique est plutôt la floraison précoce. On pourrait avoir une intensification des sécheresses. On a à peu près plus 9% de surface en sécheresse dans le département depuis 50 ans. 9%, c'est énorme et on s'attend à atteindre les 20 à 30% d'ici 2050, notamment moins de pluie et plus d'évaporation et de transpiration. Voilà pour ma part sur les effets agricoles des prochaines évolutions, on va dire, dans les prochaines années. Mais on reviendra dessus sur peut-être quelques chiffres de perte de rendement et quelques solutions et adaptations par la suite. Sur ce sujet, à la Chambre d'agriculture, et en collaboration avec les chambres de la région, il y a eu une étude qui a été faite qui s'appelle Start Climat, alors, qui a été basée sur tout un amoncellement de données. Et il y a eu un groupe de travail, nous, sur les Hautes-Alpes, autour du lac de Sarponçon, alors sur des exploitations en agriculture, en, des exploitations plutôt sans irrigation, mais alors on pourra peut-être en parler plus tard, mais sur les impacts et sur les scénarios qui ont été étudiés, en fait, sur la zone, on parle de plus 1,5 sur la zone, sur la région PACA. Ça serait, et nous, en altitude, ça serait plutôt plus près de 2, en fait. On aurait, ici, sur le département, en fait, on aurait un effet, un double effet, c'est on a une agriculture, entre parenthèses, plus vertueuse que l'ensemble de la région, mais on aurait plus d'augmentation de température. Par contre, les scénarios différents, oui, sur la pluviométrie, il n'y a pas de il n'y a pas de baisse significative. Par contre, on sait qu'il faut s'attendre à avoir des pluies alors beaucoup plus fortes à certains moments et puis des périodes sans pluie. Et c'est par rapport à ça qu'il faut arriver à trouver qu'on travaille sur des pistes. Je terminerai j'ai omis de finir la réponse à la question sur les plus 1,5 degrés. Alors, les plus 1,5 degrés, c'est à l'échelle mondiale. En réalité, en France, on a déjà gagné depuis 1959 plus 1,7 degrés en moyenne. Ça varie de 1,6 à 1,8 suivant les sources, suivant les régions. Il me semble que dans la région sud, enfin votre département, on est plutôt autour des plus 1,7. En France, on est déjà au-dessus, mais il faut regarder au niveau mondial, c'est 1,5 degrés. En fait, sur la dernière année glissante, là, d'aujourd'hui jusqu'à la dernière année, donc jusqu'au 19 février 2023, on est déjà au-dessus des 1,5. Pardon. Pour la première fois de l'histoire, on est au-dessus des plus 1,5 degrés. Ceci dit, ça ne veut pas dire que les accords de Paris sont enterrés, puisqu'il faut plusieurs
plusieurs années au-dessus de ces plus 1,5 degrés. Et il n'est pas exclu qu'on passe légèrement au-dessus des plus 1,5 degrés suivant les émissions de gaz à effet de serre. Bon, pour l'instant, la trajectoire n'est pas trop à ce niveau-là, mais idéalement, on devrait légèrement passer au-dessus, puis redescendre en dessous. En fait, c'est 1,5 degrés, c'est pas pour maintenant, c'est ce qui se passe plutôt vers la fin du siècle, la deuxième partie du siècle. Donc, on les a déjà dépassés cette année, mais ça ne veut pas dire que il faut que ce soit plusieurs années au-dessus de ces 1,5 degrés pour confirmer le dépassement des 1,5 degrés. Par contre, quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre nationaux et mondiaux, on n'est pas du tout sur une trajectoire 1,5 degrés. On n'est vraiment pas du tout. Là, pour moi, et c'est plus un avis personnel, c'est plutôt un échec à ce niveau-là. Quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre mondiaux, on est plutôt sur une hausse. Bon, la hausse se ralentit certainement, mais on devrait déjà entamer une baisse significative pour pouvoir atteindre ces 1,5 degrés. Et on n'est pas du tout sur cette trajectoire. En France également, on a une diminution des émissions de gaz à effet de serre nationales, mais qui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux en réalité. On devrait avoir une baisse beaucoup, beaucoup plus significative pour rentrer dans les accords de Paris. C'est le cas de tous les pays du monde d'ailleurs, sauf quelques rares exceptions, mais en majorité, la baisse n'est pas constatée, voire même on a une hausse. Alors, on va en venir au cœur du sujet, c'est-à-dire l'évolution et l'adaptation des cultures, puisque c'est ça qu'on voulait avoir de manière prioritaire. Et je propose que le lycée agricole pose ces différentes questions. Bonjour. Quelles seraient les cultures adéquates pour notre nouveau climat en France et dans les Hautes-Alpes? Faudrait-il penser une nouvelle agriculture à cause du dérèglement climatique? Est-ce que l'élevage sera encore possible dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes du Sud? Quelles sont les cultures les plus touchées par le dérèglement climatique? L'amélioration végétale des semences sera-t-elle une solution pour l'élevage? Certaines cultures vont-elles disparaître? Alors, c'est riche, disparition, je prends des notes en même temps. Alors, c'est riche, effectivement. Alors, on a deux voies pour adapter l'agriculture. Soit on garde les mêmes productions agricoles, donc les mêmes espèces, un blé, un maïs, une production de lait, une production de viande. Là, on peut garder les mêmes espèces, mais en adaptant le système agricole à des sécheresses plus longues et à des fortes chaleurs. Donc, premier point, on garde les mêmes espèces. Deuxième point, cette fois-ci, ce qui demande une réflexion beaucoup plus profonde, économiquement parlant, ouais, même structurellement parlant au niveau de l'agriculture, c'est cette fois-ci, on change d'espèce pour s'adapter. Donc, je vais décliner ces deux voies. La première voie, donc on garde les mêmes espèces, on peut travailler notamment sur des espèces, pardon, on garde les mêmes espèces, oui. On peut travailler notamment sur des variétés, donc on a un même blé, mais sur des variétés différentes, on a un même maïs sur des variétés différentes. On a de mêmes abricots, on a de mêmes pêchers, on a de mêmes d'arboriculture, mais sur des variétés différentes. Et là, c'est de la génétique, donc on peut jouer sur la génétique pour avoir des résistances aux chaleurs ou aux sécheresses plus importantes. Donc, premier point, la génétique. Deuxième point, les aspects sur l'eau. Donc là, c'est pour les cultures, ça ne concerne pas forcément les prairies, donc arboriculture et culture. Il ne faut pas oublier que le sol est également un des principaux points pour faire face au changement climatique, puisque c'est là que l'eau est stockée. Donc quand on travaille sur des pratiques vertueuses sur le sol, donc moins de labour, plus de couverts végétaux pour protéger le sol, on s'attend à avoir plus 5 à plus 10% d'eau retenue dans le sol, ce qui correspond en nombre de jours à 7 à 10 jours d'eau supplémentaire pour les végétaux présents sur ces sols. Donc, deuxième point, le sol. Donc, premier point, la génétique. Deuxième point, le sol. Troisième point, on peut travailler sur les paysages aussi. Bon, alors les paysages, ça concerne moins les Alpes, mais notamment sur tout ce qui est haies, tout ce qui est pâture, tout ce qui est verdissement des paysages, des parcelles plus petites, le haie permettant de couper le vent notamment pour éviter l'évaporation, la transpiration. Donc les paysages. On a des solutions numériques, satellitaires aussi sur les outils d'aide à la décision. Bon, ça dépend de la sensibilité de chacun. Voilà, donc on a différentes voies d'adaptation. En gros, c'est des petits, moi j'appelle ça des petits pansements qu'on met pour éviter l'inéluctable. Puisque dans le sud de la France, en réalité,
on est plus sur une problématique beaucoup plus importante. Toutes les solutions que je viens de dire, c'est très valable dans le nord de la France, la Bretagne, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais. Dans le sud de la France, en fait, en réalité, le changement climatique est tel qu'on ne pourra pas garder les mêmes productions agricoles. Là, il faut changer d'espèce. C'est la deuxième fois que je vous disais au début. Là, ça demande vraiment la mise en place de nouvelles filières. On pourrait avoir notamment dans votre région l'élevage qui disparaîtrait des plaines, mais qui monterait en altitude. De nouvelles espèces également présentes dans les prairies, donc beaucoup plus de luzerne notamment, et beaucoup plus d'espèces moins sensibles aux sécheresses avec des racines plus profondes pour le fourrage. On pourrait avoir aussi l'arrivée d'espèces un petit peu plus méditerranéennes dans les vallées, comme par exemple l'olive, comme par exemple, bon, la lavande est déjà en place dans le coin, mais l'abricot également qui pourrait monter, alors progressivement pour éviter les problèmes de gel tardif. Donc en fait, c'est carrément une nouvelle structuration de paysage, la garrigue qui pourrait remonter un petit peu plus en altitude aussi. C'est plutôt ça qu'on s'attend dans les Alpes du Sud, sur des évolutions de nouvelles filières avec, bon, certes, des pertes de production agricole, l'élevage qui pourrait remonter en altitude, disparaître des plaines, premier point. Deuxième point, tout ce qui est culture très consommatrice en eau en été, comme le maïs, s'il y en a dans les plaines, ça ne sera pas forcément possible dans l'avenir. Il faut le remplacer par d'autres cultures, donc le tournesol, un petit peu moins sensible à l'eau, le sorgho, également intéressant pour le fourrage. Donc là, c'est l'arrivée de nouvelles filières et l'arrivée de nouvelles filières, c'est compliqué à aborder. Puisqu'en réalité, pour mettre une filière économiquement stable sur le territoire, il faut à peu près 30 ans. C'est-à-dire que toutes les actions que nous avons mis maintenant en place auront des effets bénéfiques en 2040, 2050. Pas parce qu'on plante des abricotiers qu'on a des acheteurs tout de suite. C'est pas parce qu'on délocalise l'olive qu'on pourrait avoir des acheteurs tout de suite. Il faut faire tout un tissu économique et c'est là où c'est compliqué et qu'il faut également l'aide de l'État, pas forcément que des agriculteurs qui doivent payer pour mettre en place ces structures. Juste pour l'élevage, je terminerai par ça. L'élevage sera toujours présent, mais remontera en altitude, notamment le laitier, qui est très sensible aux fortes chaleurs en été. Et il faudra faire attention aussi au stock des fourrages, puisqu'on aura beaucoup moins de production de fourrage en été, donc des paysages beaucoup plus jaunes. Par contre, en hiver, on aura toujours une production de fourrage, donc un stock de fourrage qui va être important et peut-être des solutions de backup dans d'autres régions s'il est nécessaire en urgence hein, de nourrir les animaux. Voilà pour une overview générale de l'évolution agricole. Il y aura toujours de l'agriculture, je tiens à le préciser. C'est juste une évolution qui sera nécessaire. Il faut absolument les faire évoluer, sinon là, on aura des pertes agricoles si on continue à faire le même système agricole, quelle que soit l'évolution du climat. L'agriculture s'est toujours adaptée, en fait, depuis que le monde est monde. Et il y a encore des adaptations à faire. Avec ce que je vous ai parlé, le Start Climat, là, nous, pour la Chambre d'agriculture, c'est un peu une prise de conscience, même si la prise de conscience existe. Aujourd'hui, c'est au sein du monde agricole à aider et à faire des fiches, à trouver des axes de travail. Mais l'adaptation, elle est déjà là et elle existe déjà. Ne serait-ce que sur, par exemple, l'irrigation, le début d'irrigation sur les prairies et sur les cultures autour du lycée agricole, par exemple, dans le Gap-Pensée, on a avancé de presque 15 jours déjà sur les 10 dernières années. Aujourd'hui, l'irrigation commence au 7 début avril, alors que c'était plutôt, il y a 10 ans, on fait la première coupe et puis après on commence à arroser. Maintenant, dès qu'on peut, on essaye d'humecter le sol, l'éponge. J'aime bien avoir cette image le sol, c'est une éponge et au plus tôt on l'humecte au printemps, si le ciel ne le fait pas, et bien, au mieux on assure une production. Et sur les études, sur les scénarios qui ont été travaillés, on a aussi une adaptation sur le fait que plus ou moins, mais on sera obligé par exemple, pour la récolte des fourrages, on a la date de première coupe qui avance, qui s'anticipe. En été, fin mai, on commence à être plutôt 15 mai. Et suivant les scénarios qui ont été pris sur l'étude que nous, à la Chambre d'agriculture, on a, si on prend le scénario le plus pessimiste,
on arrive à avancer les dates de fauche d'un mois. Donc, c'est là-dessus aussi qu'il faut arriver à trouver des axes et à continuer à avoir une agriculture pertinente et qui s'adapte. Parce que, oui, l'évolution du climat, c'est vrai que ça, à quelque part, ça peut faire un peu peur, mais il ne faut pas en avoir peur en tant qu'agriculteur. C'est le métier qui évolue et l'agriculture et les agriculteurs sont suffisamment intelligents et, et en capacité à évoluer pour que demain, on ait encore des animaux. Alors peut-être eh ben oui, on va avoir moins de production d'herbe sur les montagnes, donc soit on diminue le nombre de bêtes, soit on diminue la période de présence. Et c'est tout ça qu'il va falloir prendre en compte euh, pour, pour, pour la vision globale de nos exploitations. Tu reprends, Serge? J'ai pas forcément de points à ajouter, mais en tout cas, si les élèves ont des questions complémentaires à poser, qu'on n'a pas répondu parfaitement à vos questions, n'hésitez pas aussi à prendre la parole. À prendre la parole. En tout cas, dans tous les cas, on aura un point sur l'eau et encore voilà, des autres questions diverses. Donc, s'il y a des questions effectivement sur l'évolution et l'adaptation des cultures par rapport à ce qui a été dit et que vous avez des choses plus précises, n'hésitez pas. Alors moi, j'avais une question personnelle que je te pose, Serge. C'est que on en avait parlé avec Gaëtan Ames, c'est que dans les probabilités aujourd'hui, on a 20% de diminution de ce qu'on appelle l'AMO. Voilà, alors effectivement, c'est des scénarios minoritaires, mais c'est-à-dire que dans tous les scénarios qu'on a, on a aussi des possibilités dans un des scénarios d'avoir parfois des hivers plus froids dans une dynamique globale de réchauffement climatique mondial, quoi, chez nous, liée à cette éventualité, en tout cas. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça, et dans le même contexte, parce qu'effectivement, si on change une pratique agricole pour 30 ans, et puis qu'à un moment, on a des problématiques de gel hivernal, voilà, par rapport à ça, quelles sont les questions? Et bon, c'est une interrogation, je pense, légitime, mais voilà, je voudrais avoir ta réaction. C'est une interrogation tout à fait légitime. Alors, pour définir quand même les termes, on a un courant marin dans l'Atlantique qu'on appelle le Gulf Stream, puis la dérive nord-atlantique, qui permet de nous rapporter de la douceur sur l'Europe. C'est pour ça qu'à la même latitude, à Montréal, il peut faire moins 30 degrés, tandis qu'à Paris, les moins 30 degrés, on les a peut-être atteints une fois depuis la création du thermomètre, et on n'a pas l'air de vouloir les réatteindre. Et donc, ce courant marin est très important pour garantir une stabilité de notre climat sans les extrêmes d'un climat continental, donc de très froid en hiver, très chaud en été. Ça nous garantit une certaine stabilité. Et notre agriculture a été très prospère en Europe et l'est toujours grâce notamment à cette dérive nord-atlantique qui nous apporte la douceur. Et certaines études ont montré récemment que la dérive nord-atlantique perd en vigueur, mais surtout pourrait disparaître à un moment dans le siècle avec une très très grande marge d'erreur de 80 années, donc c'est énorme. En réalité, on a un énorme consensus sur le changement climatique global, donc une évolution au réchauffement global, ça ne remet pas en cause le réchauffement global. Il peut y avoir quelques disparités régionales, des réchauffements plus forts, voire même des petits refroidissements, mais c'est très, très, très minoritaire en termes de surface sur la Terre. Et donc, on essaye d'affiner de plus en plus avec les études scientifiques ce réchauffement global au niveau local, notamment par le ralentissement de ce courant d'eau au large de l'Atlantique qui nous apporte la douceur. Alors, les scientifiques ne sont pas totalement encore en accord sur ce ralentissement ou carrément cette disparition de cet effet-là. Donc pour l'instant, on se base sur les résultats du GIEC qui ont été donnés par le rapport du GIEC. On garde en tête qu'il y a cette éventualité d'avoir des hivers plus froids à cause d'un ralentissement ou d'une disparition de ce courant. Pour l'instant, ce n'est pas l'hypothèse privilégiée puisque ce n'est pas un consensus scientifique qu'on a pu
observés. Dans le cas, alors là, on prend l'hypothèse où c'est à 100% le cas et qu'on va avoir un ralentissement ou un arrêt. Euh, Là, ça devient problématique puisqu'il va falloir qu'on gère à la fois des cultures qui seront très résistantes pour l'hiver et à la fois très résistantes aux fortes chaleurs en été. Donc, ça rajoute un poids supplémentaire. Pour l'instant, au moins dans les 30 prochaines années, il faut adapter notre agriculture à un réchauffement, pas forcément un refroidissement en hiver. Et suivant les études scientifiques d'ici 2050, on va peut-être réorienter suivant la précision des études scientifiques, même si l'hypothèse pour l'instant est minoritaire de ce refroidissement hivernal. Ça implique que, par exemple, les oliviers qu'on pourrait implanter dans les plaines ou d'autres arbres qui pourraient arriver par les plaines, peut-être qui seront de plus en plus rentables, des abricotiers plus précoces, des oliviers plus présents, peut-être la figue, peut-être la garrigue, hein, qui pourrait carrément remonter un petit peu en altitude, remonter dans les vallées. Peut-être qu'il y aura un retour en arrière d'ici 30 ans, mais dans tous les cas, gardons en tête que pour les 30 prochaines années, il faut absolument adapter notre agriculture au réchauffement et que 30 ans, c'est long en termes, il y a 30 récoltes, hein. Donc, si on se dit, j'attends d'adapter mon agriculture en attendant une précision scientifique sur ce courant marin, on a le temps d'avoir beaucoup de pertes de rendement, hein, d'ici 2050. Donc, pour l'instant, gardons en tête que il faut absolument l'adapter à un réchauffement au moins jusqu'en 2050 pour éviter justement les pertes de rendement. Et vu qu'on disait tout à l'heure que l'agriculture a l'habitude de s'adapter à tout type d'évolution, ça ne m'étonnerait pas que si cette hypothèse soit confirmée, même si pour l'instant il y a peu de probabilité, si cette hypothèse vient à être confirmée, l'agriculture s'adaptant généralement assez rapidement, on pourra revenir peut-être en arrière à ce niveau-là. Voilà. Alors, je demande toujours s'il y a des questions dans l'IS agricole avant qu'on entame sur les questions d'adaptation. Oui, moi j'ai une question. Pourquoi, alors qu'il y a un réchauffement climatique, il y a l'hiver est plus fort? Pourquoi il y a des températures plus froides? Alors, c'est pas ce qu'on observe, c'est pas ce que j'observe non plus. On a à peu près gagné, il me semble, un petit peu plus d'1 degré sur les températures hivernales. Euh, Peut-être que, étant jeune, enfin, moi j'ai 34 ans, vous êtes plus jeune que moi, vous êtes peut-être à peu près la moitié moins. Vous n'avez pas vécu les vrais hivers qu'on a connus avant. Moi-même, je n'ai pas connu 1985, je n'ai pas connu 1956, 62, 63. En réalité, les hivers sont beaucoup plus doux. Mais c'est parce que je pense que cette question est un peu maladroite parce que vous n'avez pas connu les vrais hivers où il peut faire -20, -30 degrés en pleine, même plus, même moins, pardon, du coup, en altitude, avec des hivers qui commencent plus tôt, qui finissent plus tard, un enneigement beaucoup plus important. Non, c'est pas le cas en fait. Il fait pas plus froid en hiver avec l'évolution du climat. Peut-être qu'il y a une confusion avec ce que j'ai dit juste avant sur la dérive nord-atlantique qui nous apporte la douceur. Elle s'est pas arrêtée, c'est pas le cas, hein. Il y a toujours la douceur qui arrive. Si elle s'arrête, il fera plus froid en hiver parce qu'on a moins l'effet maritime de la douceur qui arrive. Mais là, c'est pas du tout le cas pour l'instant avec le changement climatique. On observe une hausse de la température, quelles que soient les saisons, avec même une raréfaction des plaines. On a déjà -30% de gelée en plaine dans le département et dans tous les départements d'ailleurs de France, à peu près -30%. Est-ce que j'ai répondu bien à la question? Oui. Yoda, tu veux dire un mot par rapport aux hivers d'antan, peut-être? Alors, vous allez me faire passer pour le vieux de la bande avec mes petits 55 ans. Oui, j'ai connu des hivers où j'allais à l'école à Rambaud à pied avec des bourrelets de neige à ma hauteur. Et là, ça fait quelques hivers qu'on ne déneige même plus. Par contre, par rapport à ce qui a été dit, moi, j'ai quand même, il y a quand même quelque chose qui ne change pas par rapport à toutes les modifications qu'il peut y avoir, c'est l'altitude. Alors, c'est vrai que le niveau de la mer peut peut-être monter d'un mètre ou peut-être de deux dans les scénarios qui seraient vite catastrophiques. Par contre, l'altitude, je pense, nous, sur la montagne,
on a plus d'amplitude l'hiver. Par contre, alors c'est vrai qu'il y a des nuits où il ne gèle pas. Par contre, du lycée, si vous regardez Charence en face de vous, une année normale, la neige hivernale est au niveau du col Bayard. Là, cette année, c'est vrai qu'il y a eu peu de neige et qu'il fait plus chaud. Donc, c'est un peu au-dessus, mais c'est pas. On parle en dizaines de mètres ou en centaines de mètres. Voilà, moi, il me semble quand même que l'altitude, quelque part, nous protège, nous protège des effets. C'est que on a de l'amplitude entre le jour et la nuit, mais la nuit nous, permet de garder une température moyenne un peu inférieure. Effectivement, la chance du département est d'avoir de l'altitude, donc on peut aller chercher la fraîcheur en hauteur, les cultures peuvent remonter. Et l'altitude permet également d'avoir des pentes, donc ça permet également d'avoir de l'eau, d'avoir de la neige, du stock de neige, bien sûr, qui se raréfie, mais c'est toujours ça de prix dans un contexte de changement climatique. Je peux vous dire que certaines régions de plaine, notamment le Gers, notamment la Gironde, notamment la Charente, des régions vraiment où il y a quelques collines, mais ça reste plat, on n'atteint pas le niveau des Alpes. On va pas chercher la fraîcheur en altitude, donc on subit beaucoup plus l'agriculture. Donc c'est une chance dans votre département d'avoir de l'altitude pour garder quand même une agriculture qui remontera euh, en, en altitude pour chercher la fraîcheur. Alors juste, moi, je conclus par rapport à la question de la température. On n'avait jamais eu 20 degrés avant dans le département. On l'a eu pour la première fois en janvier, hein, je parle du mois de janvier. On l'a eu pour la première fois, je vais dire, en 2015. Et là, on a eu cette année 21 degrés à La Ragne, je vais dire vers le 25 janvier. La température des 20 degrés ayant été reproduite de nouveau depuis février. Bon, ça c'est et aussi dans notre département, on n'atteignait jamais les 40 et on a atteint dans le Rosanais et dans le Laragné des températures excédant les 40 degrés. Par contre, une dernière chose par rapport à ce qu'avait dit Gaëtan Hems, et puis on va passer sur la question de l'eau. Simplement, c'est que notre département est aussi une chance par rapport au réchauffement climatique fort. C'est-à-dire que quand on va avoir des chaleurs nocturnes du côté de Marseille, du côté d'Aix, du côté de Avignon, du côté de Nîmes, du côté de Arles, nos régions vont être un des coins où on pourra encore, justement, au contraire, cultiver, où il va y avoir encore des pratiques agricoles qui vont pouvoir se développer. Et c'est une chance aussi pour notre département et pour les habitants, mais on sera parfois aussi quelque part du refuge climatique pour certains. Voilà. Je disais ça, moi je vais partir sur l'eau, mais sauf si tu voulais réagir à ce que j'ai dit en deux mots, Serge. Oui, effectivement, au niveau touristique, vous serez un refuge. C'est peut-être déjà le cas d'ailleurs, hein. Moi, personnellement, habitant dans les plaines méditerranéennes, pendant les vacances, j'ai plutôt tendance à monter en altitude pour chercher la fraîcheur. C'est plutôt une chance, entre guillemets, puisque en réalité, ça a donné une pression sur l'eau beaucoup plus importante avec l'arrivée du tourisme, la raréfaction de l'eau et l'agriculture qui sera toujours présente. Vous risquez d'avoir des tensions sur l'eau plus importantes dans l'avenir. Donc ça reste une chance, mais qui décale quelques malheurs avec elle, on va dire. Et justement, on va partir des questions sur l'eau du lycée agricole. A-t-on d'autres moyens pour faire face aux sécheresses que l'irrigation? Devrait-on arrêter la production de maïs en France? Si oui, quelles conséquences sur les ressources en eau? Comment adapter l'agriculture à la sécheresse, Fanny? Mathieu. C'est tout. Alors, je peux commencer si jamais vous voulez bien sur l'irrigation de maïs, la sécheresse. Alors effectivement, en France, on a une augmentation des surfaces en sécheresse d'à peu près 11% dans le Languedoc-Roussillon jusqu'à 0% dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc un dégradé comme ça. Donc pas d'évolution de sécheresse dans le Nord-Pas-de-Calais, mais un dégradé nord-sud où on a de plus en plus de sécheresse dans le sud, notamment dans le sud parce qu'on a moins d'eau qui tombe depuis 1961 à l'année. Bon, c'est très léger, hein, c'est peut-être -2, -3%. Par contre, avec l'évapotranspiration, vu qu'il fait plus chaud, l'évaporation, la transpiration augmente, donc on a moins d'eau disponible dans les sols. Donc nos sols s'assèchent, notamment durant la période estivale. Et souvent, on dit que l'irrigation est la solution pour faire face à la sécheresse. En réalité, c'est une des solutions. C'est différent de dire la solution et une des solutions.
Alors oui, l'irrigation est une des solutions, notamment très importantes pour le maraîchage qui devrait arriver progressivement dans votre département. Vous cultiverez de plus en plus de tomates, de courgettes dans les vallées. Par contre, ce n'est pas uniquement la solution parce qu'il y a énormément d'autres adaptations à faire en parallèle. En parallèle, on a par exemple la protection du sol par beaucoup plus de couverts végétaux pour éviter que le soleil tape sur le sol, donc de l'ombrage du sol pour éviter qu'il se dessèche, qu'il s'échauffe. Donc premier point, un peu moins de labour ou pas du tout de labour suivant la volonté des agriculteurs pour garder une structure du sol, avoir plus de matière organique et mieux stocker l'eau dans le sol. Donc 5 à 10 d'eau, je l'avais dit tout à l'heure, dans un sol qui est plus vivant. Donc premier point, c'est l'eau. Deuxième point, on peut aussi travailler sur les génétiques, les variétés, les espèces qui consomment moins d'eau. Par exemple, du côté d'Avignon, ils travaillent sur la pistache qui consomme 20 de moins d'eau que l'abricot et qui pousse à peu près dans la même zone climatique. Donc ça tombe bien, c'est 20 d'eau gagnée supplémentaire. Et dernier point, il faut aussi travailler sur les villes, parce que n'oublions pas aussi les pertes d'eau des canalisations. C'est 30 de l'eau perdue française et au niveau des canalisations. Je ne connais pas les chiffres détaillés par département, mais il n'y a pas que l'agriculture qui doit faire face à l'utilisation de l'eau, il y a également tous les citoyens et notamment les collectivités pour permettre à l'eau de ne pas être gaspillée. Donc voilà, je passe à la question du maïs. En réalité, le maïs, ça dépend des régions. Dans le sud-ouest de la France, on s'attend à une baisse de moins 20 à moins 40 de la production de maïs, notamment à des stress hydriques, donc sécheresse en été, et des stress thermiques, donc de forte chaleur également en été. Mais en plus de cela, le maïs, lui, il n'est pas favorisé par la hausse du CO2 atmosphérique, contrairement au blé. Le blé, plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus il pousse rapidement, s'il y a de l'eau. Le maïs, lui, quelle que soit la concentration, il va pousser de la même façon. Donc, moins 20 à moins 30, moins 40% de production de maïs. Et même s'il y a de l'irrigation, on aura à peu près moins 20%. Donc au final, la problématique n'est pas de savoir si on peut l'irriguer, c'est carrément de se dire s'il sera encore rentable par rapport à d'autres cultures, bien sûr, dans le sud-ouest de la France. Donc si on arrête la production de maïs du jour au lendemain, c'est pas forcément le meilleur, hein, parce que économiquement parlant, tout va s'effondrer. C'est progressif. Peut-être que d'ici 2030, 2040, on peut se dire que on réduit de 10, 15, 20, 25% la production de maïs en remplacement d'autres cultures sur la même période. Le pois chiche, qui est une légumineuse, le sorgho, le tournesol également, avec des racines plus profondes et répondant au CO2. Euh, on peut passer sur de l'olive aussi, de plus en plus dans le sud-ouest de la France, des champs sont plantés en olivier, en abricotier aussi du côté de Toulouse d'ici 2040, 2050, ce sera possible. Euh, donc voilà, une réduction progressive de la surface de maïs avec des cultures en remplacement pour garder une économie qui soit moins consommatrice d'eau. Dans le nord de la France, c'est différent. Dans un premier temps, le maïs va être favorisé par la hausse des températures avec toujours un peu de présence d'eau en été. Par contre, à partir de 2040, la situation s'inverse où là, le maïs va subir de plus en plus de sécheresse également en été, donc une baisse de la production. Donc en gros, le maïs va commencer à se décaler vers le nord et suivant le réchauffement après 2050, 2060, 2070, il continuera vers le nord et disparaîtra progressivement du sud de la France et puis progressivement du nord de la France suivant la situation hydrique. Donc voilà pour l'irrigation, voilà pour le maïs, les sécheresses. Si la Chambre d'agriculture veut compléter, n'hésitez pas. Sur le sujet du maïs, alors c'est vrai qu'on a, on a déjà sur le département une très grosse diminution, et même bon, il y a une grosse diminution de l'élevage bovin lait et des changements de pratique qui avaient fait qu'il se fait quand même beaucoup, beaucoup moins de maïs. Par contre, au niveau macro et au niveau national, on est quand même. L'élevage français est dépendant des importations. Donc, rentrer dans une logique qui dirait il ne faut plus faire de maïs, c'est se rendre dépendant. À l'époque de la souveraineté alimentaire et de cette prise en conscience où il faut manger local, il faut produire local. Alors, il y a peut-être des cultures qui pourront le remplacer partiellement. Il y a le sorgho, mais en valeur alimentaire, le maïs, c'est quand même une base par rapport à l'élevage.
Alors que ce soit sur les aliments achetés, il y a une bonne part de maïs, quoi. Et donc, sur le maïs, c'est sur cet effet, quoi, sur l'effet de pas devenir complètement dépendant par rapport à notre agriculture. Et sur l'irrigation, je, je pense qu'il faut. On a une vision qui dit qu'il faut diminuer l'utilisation d'eau pour l'irrigation agricole. On a une particularité, notamment dans notre département, c'est que toute l'eau d'irrigation que l'on utilise, ce n'est pas du pompage dans les nappes, c'est de l'eau qu'on arrête qui sinon il serait allé à la mer. Et, pour le logiciel français, je pense que c'est important, et dans notre façon d'appréhender l'irrigation, aujourd'hui, les réserves, la prise d'eau, c'est vraiment. Chez nous, on ne prélève pas dans les nappes. Quelque part, on les alimente parce qu'on a de l'irrigation avec de l'eau de ruissellement, en fait. Et c'est cette vision globale qu'il faut arriver à appréhender. Il est nécessaire chez nous de continuer à stocker de l'eau. Et par rapport à cette évolution où on sait que la production fourragère va tendre à diminuer, qu'on n'a pas des surfaces extensibles et que notre surface agricole utile est quand même très, très localisée et se fait grignoter par les villes. Et aujourd'hui, moi, la question, c'est est-ce qu'il n'est pas temps de dire il faut intensifier ce qui peut l'être. Donc, à la vision départementale, moi, de diminuer l'eau, de diminuer le gaspillage, oui, mais d'aller jusqu'à dire il faut utiliser moins d'eau pour l'agriculture, je ne peux pas aller jusque-là parce que justement, c'est de l'eau qu'on retient et ce n'est pas du prélèvement dans la ressource. Je rejoins ce que tu dis sur le fait que c'est pas du prélèvement. Il y a le lac de Serponçon, il me semble. Vous avez cette chance-là de vous affranchir de pas mal de problématiques par rapport à l'irrigation. C'est pas le cas de toutes les régions, cependant, notamment celle de plaine. Mais gardons en tête que vous avez la chance d'avoir une irrigation, on va dire, assez facilitée par le relief et les retenues qui sont déjà en place, qui ont été mis en place il y a des dizaines d'années. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, malheureusement, de faire des retenues d'eau. Euh, pour autant, il faut éviter d'avoir le cas espagnol où également ils avaient énormément de retenue d'eau, énormément de cette eau de surface, de d'écoulement, et ils n'ont pas forcément travaillé sur d'autres systèmes agricoles que les monocultures de légumes ou alors d'huile d'olive ils n'ont pas travaillé sur d'autres systèmes agricoles qui soient moins consommateurs d'eau et sur le sol, sur des génétiquement consommatrices d'eau, etc. Ils ont vraiment travaillé sur la productivité. Et lorsqu'on a eu des réserves en eau qui ont tendu vers zéro il n'y a pas très longtemps, tout le système s'est effondré. Donc, il faut quand même se dire qu'on a la chance dans le département d'avoir ces retenues d'eau déjà en place et qui irriguent nos plaines et nos cultures. Ça, c'est très bien. Et il ne faut pas se dire que on doit diminuer l'irrigation aux dépens d'autres activités économiques comme le tourisme, je tiens à le préciser, notamment aussi le ski, malheureusement. Euh, mais en parallèle, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et se dire c'est une solution pérenne jusqu'en 2100, parce qu'en réalité, jusqu'en 2100, il suffit juste d'une seule année où le lac de Serponçon ne se remplit pas à cause d'une sécheresse peut-être hivernale. Et là, si on n'adapte rien en parallèle de cette irrigation, tout s'effondrera. Donc, il faut bien penser quand même une tâche de fond sur l'amélioration du sol, l'amélioration des espèces présentes, l'amélioration même des systèmes d'irrigation, le goutte à goutte, etc. Tout en se disant qu'on a la chance d'avoir quand même un tampon qui permet de temporiser sur le plus long terme ces améliorations par rapport à d'autres régions qui n'ont pas du tout de réserve en eau, qui sont confrontées du coup à des gestions plus urgentes du sol, des paysages et des cultures présentes. Est-ce qu'on peut passer aux dernières petites questions diverses? Voilà, il y avait 2 questions diverses
Je m'étais dit que c'est intéressant de les poser à ce moment-ci. L'agriculture biologique française est-elle moins résiliente au dérèglement climatique? Et comment trouver un équilibre entre l'alimentation humaine et le dérèglement climatique? Alors, je vais répondre sur le bio. En réalité, quand on regarde en agrométéorologie, donc l'impact de la météo sur les cultures, donc le court terme, s'il y a un gel, s'il y a une sécheresse, l'agriculture biologique est presque tout autant impactée que l'agriculture conventionnelle. Cependant, l'agriculture, si on regarde cette fois-ci, je vais regarder l'impact de l'agriculture sur le climat, donc dans le sens inverse. C'est là où on voit des différences entre le bio, le conventionnel, la permaculture, l'agriculture de conservation des sols. C'est généralement vraiment de l'agriculture vers le climat. Donc pour le bio, si on regarde les émissions de gaz à effet de serre par hectare, ils sont largement inférieurs que le conventionnel. Simplement qu'on émet moins de gaz à effet de serre parce qu'on n'utilise pas de la fertilisation chimique. En plus, les agriculteurs bio, même si ce n'est pas dans le cahier de charge tout le temps, ils ont des pratiques plus conservatrices des sols et des paysages dans une philosophie générale du bio. Ça, c'était si on regarde par hectare. Par contre, si on regarde par kilo produit, l'agriculture biologique produit à peu près moins 24%, c'est une moyenne de toutes les productions, moins 24% par rapport au conventionnel. Il me semble qu'on est vers les moins 21% pour les céréales, peut-être vers les moins 30 pour les légumes ou fruits, je ne me rappelle plus trop, mais en tout, c'est une moyenne moins 24%. Donc, si ça produit moins, eh ben, il faut plus de surface. Donc, ça compense en fait le fait qu'on ait plus de surface, d'avoir moins de gaz à effet de serre à l'hectare, mais c'est compensé par qu'il faut plus d'hectares. Par contre, quand il faut aller plus loin que ces chiffres scientifiques qui sont souvent décriés dans les rapports scientifiques, savoir qu'on a 30% de la production alimentaire en moyenne au niveau mondial, et c'est à peu près le même chiffre au niveau de la France, qui est gaspillé. Des fruits et légumes qu'on ne mange pas parce qu'ils sont moches. Des productions qui sont perdues dans les chaînes de transformation, dans les chaînes de réfrigération, ou simplement des produits que l'on jette de notre frigo parce qu'on n'a pas eu le temps de les manger ou qu'on a mal géré notre stock à la maison. Donc 30% de la production des gaz à effet de serre sont perdus, 30% de la production d'aliments sont perdus. Et donc oui, le bio, ça produit peut-être moins, ça a des impacts sur l'environnement, certes meilleurs, notamment sur l'eau, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre à l'hectare. Certes, ça produit moins à l'hectare, mais si on travaille aussi sur le gaspillage alimentaire en parallèle, on peut peut-être éventuellement compenser ces pertes du bio. Alors, c'est un avis personnel par rapport à ce gaspillage alimentaire. Tous les chiffres que je vous ai donnés avant, ce sont des études scientifiques. Donc voilà, après, ça dépend voilà, de l'avis personnel de chacun, puisque les résultats ne sont pas tranchés encore dans la bibliographie scientifique. Voilà pour le bio. Je ne sais pas si la Chambre d'agriculture veut rajouter un élément à ce sujet. J'écoute ce que vous dites. Quoi. J'ai pas d'analyse sur le fait de. Je comprends, le fait qu'il y a moins de production et moins d'émanation, en fait. Mais aujourd'hui, le bio connaît une grosse crise. Et de cette crise, il va bien falloir que les agriculteurs en bio arrivent à en sortir. Alors, sans dire qu'il faut arrêter, moi, le ministère, par rapport à des revendications qu'on a entendues il n'y a pas très longtemps sur les manifs, disait que sur certains points, notamment les produits phytosanitaires, il fallait faire des pauses. Aujourd'hui, c'est une question que je pose j'ose mettre la Chambre d'agriculture dans le questionnement, même si on n'a pas la réponse. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas essayer de faire une pause parce que la crainte par rapport justement au changement climatique, c'est que, connaissant la tendance dans laquelle on va, comment dans 10 ans, un agriculteur bio qui aujourd'hui a du mal à commercialiser ses produits. Alors, c'est vrai sur toutes les productions, quoi. Sur l'agneau, sur les céréales, le petit épeautre, nous ici, on en a
il y en a des stocks à la coopérative et ça ne se vend pas. Donc, par rapport à cette évolution, il y a de la place pour l'agriculture conventionnelle, il y a de la place pour l'agriculture biologique. Il faut que tous les modes d'agriculture coexistent. Et je pense que sur le département, par rapport à ça, on est quand même très bien loti, parce qu'on est quand même un territoire très bio. C'est sur la pérennité et sur quelles évolutions, par rapport aux évolutions dont on parlait, il faut arriver à trouver des évolutions spécifiques à cette agriculture-là pour que économiquement, elle reste viable. Après, la crise du bio qu'on a actuellement est surtout un aspect économique, c'est pas forcément un aspect climatique, donc c'est pas forcément dans la thématique, et d'ailleurs, c'est pas forcément dans mes cordes de compétences. Mais ça rejoint quand même une problématique globale de dire que pour faire face au changement climatique, il faut les moyens. Pour avoir les moyens, il faut avoir une structure des filières qui soit puissante. Et pour avoir une structure de filière puissante, il faut qu'on achète à nos agriculteurs et surtout qu'on n'hésite pas à payer un prix plus important, peut-être au déprimant de certaines sorties, au déprimant de certains abonnements, peut-être coûteux. N'oublions pas que l'agriculture est comme la base de notre vie. On mange, donc il ne faut pas hésiter à payer un petit peu plus cher pour toutes les solutions qu'on a dit jusqu'à présent sont coûteuses. C'est pour financer cette transition vers une agriculture plus résiliente à un climat. Que ce soit bio, conventionnel ou pas, en réalité, c'est le même cas dans toutes les branches. Peut-être un petit peu plus sur le bio actuellement, vu la crise qu'ils subissent actuellement. Voilà. Il y avait une dernière question sur l'alimentation. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler. Si, vas-y. Sur l'alimentation, en réalité, notre assiette qu'on a actuellement va forcément évoluer parce que la production locale va évoluer. Donc peut-être un petit peu plus méditerranéenne dans les Alpes, avec toujours bien sûr présence de l'ancienne agriculture qu'on aura d'ici 2050 avec la remontée en altitude. Mais il faut savoir que les nutritionnistes ont plutôt tendance à dire qu'il faut manger moins de viande animale, on va dire, parce que maintenant on a la viande de culture, donc je vais dire de viande pas de culture, mais qu'il faut augmenter notre protéine végétale. Il faut trouver un rééquilibré. En fait, c'est pas forcément un problème climatique. Là, c'est vraiment un problème de dérive alimentaire, trop de sucre rapide, pas assez de protéines végétales, beaucoup trop de protéines animales, de lipides également, donc trop sucré, trop salé. En fait, on a une dérive de notre alimentation française qui était très équilibrée par bien sûr l'agro-industrie qui nous mène vers ces chemins-là et beaucoup de marketing également. En réalité, c'est pas que climatique, mais ce qui est intéressant, c'est que la solution est aussi climatique, puisque vu qu'il faut manger un peu moins de viande rouge, mais réintroduire plus de légumineuses, de pois chiches, de lentilles et moins de riz et de pâtes, en fait, en réalité, ça rejoint aussi un rééquilibrage vers moins d'émissions de gaz à effet de serre de la part de l'agriculture. Donc les deux se rejoignent. Donc, ce n'est pas forcément un problème climatique, notre alimentation, c'est surtout un problème de dérive alimentaire qu'il faut absolument cesser. Et je pense que si vous achetez de la production locale sur le territoire, on peut déjà faire face à cette dérive. Ben, cette évolution de l'alimentation, alors là, je prendrai une autre casquette que j'ai en tant que vice-président de la coopérative du Rancia, qui est sur les deux départements 04-05, où depuis quelques années, on a lancé une filière justement lentilles et légumes secs, et donc localement, on a déjà des évolutions sur des... Quoi, il y a des choses à venir, mais il y a aussi des choses qui ont commencé. Et il y a déjà, je voulais dire, c'est qu'il y a déjà plein d'initiatives qui sont mises en place pour avoir une agriculture plus résiliente et en phase avec la société.
On va tout doucement aller vers les derniers mots de la fin de chaque personne. Moi, ce que j'ai aussi retenu, c'est que les transports dans notre département, c'est 42% des gaz à effet de serre, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si c'est au niveau mondial des choses plutôt tournant autour de 25-30. Mais en tout cas, si on développait la souveraineté alimentaire en France et développer nos produits agricoles français, c'est déjà un premier pas dans une lutte contre le réchauffement climatique. Après, il y a des gens de tous bords qui se trouvent toujours intéressants à auditionner parce que des gens qui ont travaillé sur l'agriculture de conservation des sols, c'est parfois des gens qui viennent d'autres milieux, etc. Et ce qu'il faut se parler, on a plein d'intelligence à faire, en tout cas pour la suite. Alors, je vous propose de faire le mot de la fin, peut-être les élèves en premier. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin à dire? Est-ce que ça vous a éclairé? Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a l'occasion de prendre la parole? Et puis, je finirai par Lionel et puis par Serge. Quelqu'un veut s'exprimer? Ça vous a intéressé? Oui. Ben, merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci pour cette heure d'échange fournie et bien pleine. Voilà, par rapport à ces évolutions, comme je le disais, on ne part pas de zéro. On sait qu'il y a, on a une idée de la route qu'il faut prendre. Et à nous et à l'agriculture et à tous les acteurs du département de faire en sorte qu'on arrive à trouver les moyens, parce que aussi, les évolutions climatiques, c'est du temps, mais c'est aussi de l'argent. Et l'évolution sur les exploitations agricoles, on ne change pas de logiciel du jour au lendemain. On a des investissements, on a une vie de l'agriculture qui fait que si tu achètes quelque chose, tu fais un investissement, c'est sur 10 ans. Et donc, ces évolutions-là, il faut en être conscient et pas vouloir aller non plus peut-être plus vite que la musique. Il faut prendre le temps d'assimiler les évolutions que l'on doit avoir. Moi, j'étais ravi de participer. Il y a eu beaucoup d'attention. Surtout, il y a quelque chose qu'il faut retenir, surtout les jeunes qui sont présents sur les réseaux sociaux et qui sont confrontés aussi à beaucoup de fausses idées sur les réseaux sociaux. Sachez que l'agriculture est un milieu très complexe, qu'il n'y a pas qu'une seule solution pour répondre à une problématique. Diverses solutions, divers types d'agriculture, diverses espèces, diverses variétés, divers types de sols. Et que quand vous trouvez sur les réseaux sociaux, attention, une solution qui paraît simple, efficace, rapide, pas chère, en général, c'est qu'elle ne va pas fonctionner. Gardez que la complexité est très importante en agriculture et qu'il ne faut pas simplifier le débat avec des réponses binaires qui ne correspondront jamais à tous les territoires européens, que ce soit en termes de solutions ou de législation. Merci à tous. Et voilà. Et